Madame, Monsieur, bonsoir. L'Afrique atlantique au menu de questions d'actu ce soir. Et cette première, une réunion inédite qui confirme l'attachement du Royaume à l'optimisation de la valeur stratégique de l'océan Atlantique, de fédérer aussi les pays riverains pour se rassembler de part et d'autre de cet océan autour de principes communs et d'intérêts convergents. En parlant d'intérêts, il s'agit d'abord d'intérêts politiques, d'intérêts sécuritaires et de sûreté, mais aussi économiques, dont l'économie bleue, et environnementale, énergétique. C'est dans cet esprit que Rabat abrite ce 8 juin la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. Cela concerne une vingtaine de pays de la façade atlantique, dont une quinzaine y sont représentés au niveau ministériel. Quel objectif? Comment peut-on alors définir l'identité atlantique africaine? Quels sont les moyens de coopération pour cette région, si on peut l'appeler nouvelle région? Quels sont les points de complémentarité entre ces pays riverains? Car c'est un fait aujourd'hui, cette partie importante de notre continent, la côte atlantique africaine, est encore délaissée et ne fait l'objet d'aucune coordination entre les pays ayant pour littoral. Comment alors harmoniser de manière concrète les actions d'un espace appelé à jouer un rôle stratégique à l'échelle du continent, mais aussi à l'échelle internationale, et notamment avec des projets comme le gazoduc Maroc-Nigeria ou encore le port atlantique de Dakhla? Beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre ce soir en compagnie de mes invités. Je vais commencer avec quelqu'un qui a consacré un ouvrage. C'était en 2015 à la doctrine géopolitique de l'Atlantique du Sud. Charqaoui Rodani, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons revenir à cet ouvrage et aux éléments qu'il traite. En face, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Zakaria Aboudahab, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir, professeur Aboudahab. Bonsoir, madame Hassan. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est réciproque. Et un plaisir renouvelé aussi d'accueillir sur le plateau de questions d'actu colonel Hassan Saoud, expert en stratégie sécuritaire. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, madame, et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc, peut-être avant de parler de définition, si on parlait de cadre historique, comment on peut placer historiquement ou chronologiquement cette notion d'Afrique atlantique? Professeur Aboudahab. Alors, je crois qu'il y a, on va dire, deux mouvements essentiels si on veut un peu résumer les choses. Mais d'abord, commençons par la verticale. On va dire, en termes d'induction, le Maroc, en 89, avait abrité une conférence dite ministérielle pour la mise sur pied d'une coopération entre les États africains riverains de l'Atlantique sur le plan halieutique. Oui. En 91, il y a eu ce qu'on appelle la Convention de Dakar, entrée en vigueur en 95. Et la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture, on est le dépositaire. D'accord. Ce n'est pas un hasard, puisque la FAO défend l'agriculture, une pêche responsable, sécurité alimentaire, etc. Et moi, je crois, par ailleurs, donc de ce point de vue, la verticale avait rencontré des dynamiques planétaires sur le plan continental, etc. Ce qui fait que, du point de vue transversal, la réflexion, à mon sens, a mûri. Et en 2009, je crois, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, il y a eu une réunion à Rabat. Un secrétariat permanent a été mis sur pied précisément pour peut-être approfondir la réflexion sectorielle au niveau de la pêche halieutique ou la coopération halieutique et faire en sorte que les États africains riverains de l'Atlantique développent cette fois-ci une coopération interdépendante sur pas mal de secteurs. Nous y reviendrons peut-être. Voilà, donc il y a une trajectoire sur ce droit maritime aussi, c'est un point très très important avant même de parler, n'est-ce pas, d'enjeux économiques. Nous y reviendrons certainement. Un point, ou plutôt un mot sur ce point historique, Charqaoui Rodani. Aujourd'hui, est-ce que c'est une notion vraiment nouvelle? Est-ce qu'il y a eu, à travers l'histoire du continent, une réelle coopération entre ces États riverains de l'Atlantique? Oui, d'abord, j'aimerais bien souligner, ce n'est pas un ouvrage, c'est une étude scientifique sur la doctrine géopolitique de l'Atlantique du Sud, juste pour essayer. Faites bien préciser. Oui, merci. tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, devant la mondialisation, devant donc, le chamboulement que connaît les axes stratégiques à l'échelle internationale, il est aujourd'hui très important de souligner, et nous l'avons souligné ici et ailleurs, sur l'importance de l'Atlantique du Sud en tant que
un espace géopolitique, c'est-à-dire aujourd'hui, il y avait une fracture géographique avec la politique. Aujourd'hui, cette initiative marocaine qui a été lancée, comme il a bien souligné M. Zakaria, à Abu Dhab depuis 2009 par Sa Majesté le roi Mohamed VI à travers la conférence des pays africains riverains à l'Atlantique, aujourd'hui constituait un défi et aussi un outil très important dans la mise en place d'une vision globale de marier un petit peu plusieurs perceptions stratégiques, parce qu'aujourd'hui, certains ont négligé cet espace et on donne assez d'importance à ce qu'on appelle la bande des quatre. La bande des quatre, c'est-à-dire l'Atlantique du Nord, la Méditerranée, l'océan Indien au sud, l'océan Pacifique. C'est un espace énorme, très important. Les Américains, les stratèges américains l'appellent ce qu'on appelle le lac américain, étant donné qu'il a 10 dimensions économiques et des dimensions géostratégiques parce qu'il joue un rôle très important dans la défense des pays occidentaux, notamment de l'Europe et de temps. Et aujourd'hui, étant donné aujourd'hui que cet espace commence à constituer un artère vitale de la communication maritime à l'échelle internationale, étant donné que le Cap Horn comptabilise 11% du passage maritime du commerce à l'échelle internationale. Par exemple, le canal de Magellan entre le Chili et l'Argentine. Aussi, le détroit de Gibraltar, qui est un détroit qui est très important à l'échelle de la jonction entre l'espace méditerranéen et l'espace atlantique. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique en train de développer, d'attirer l'attention, vu qu'il y a un développement sans précédent des conceptions stratégiques au niveau de l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, il n'y a pas un partenaire puissant dans le continent africain qui est capable de concurrencer cette métamorphose, cette mutation qui existe dans le côte riverain, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Et d'aujourd'hui, donc, cette initiative rentre dans cette perspective de donner que ce côte, cette façade atlantique africaine joue un rôle très important dans les relations nord-sud et dans les relations sud-sud. Et je pense aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique territoriale, dans une dynamique des relations internationales qui favorisera et qui pourrait favoriser effectivement une inclusion régionale et une inclusion aussi continentale, étant donné aujourd'hui que l'Afrique il rentre dans plusieurs projets structurels, comme par exemple l'ASLICA. Aujourd'hui, par exemple, cette façade atlantique, 55% par exemple du produit intérieur brut à l'échelle du continent, donc les 24 pays atlantiques englobent la totalité. À peu près plus de 45% de la population africaine comptabilise cette façade atlantique des pays africains. Mais aujourd'hui aussi, la perception marocaine, c'est de mettre en place une stratégie inclusive parce qu'il y a ce qu'on appelle les arrière-pays qui doivent être aussi être inclus et intégrés dans la perception stratégique et aussi dans la vision géopolitique de l'espace, intégrer la géographie à la politique. Mais tout ça, il faut un travail colossal parce qu'il y a des défis et des enjeux très très importants, des défis économiques, des enjeux géostratégiques. On parlera peut-être avec vous, Madame. Oui, toujours dans le cadre de la définition Hassan Saoud et de la symbolique de tenir une telle réunion ministérielle à Rabat. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Maroc prend le lead pour fédérer ces pays, pour les mettre autour de la même table et autour d'un même projet? La date du 8 est très symbolique, évidemment. C'est la journée des océans. Absolument. Très, très important. Vous faites bien de le rappeler, oui. Puis ça concrétise aussi cette implication du Maroc dans la stratégie maritime de l'Afrique à l'endroit du Sud. Si vous permettez, Douka parle-t-on comme espace quand même. C'est un espace atlantique sud qui va de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Une population de 500 millions d'habitants, riche, qui a une population jeune, qui est dynamique par ses ressources, mais qui est en recherche d'identité. Et c'est ça le but de cet espace-là, c'est une construction d'identité géopolitique, géostratégique, économique, culturelle, etc. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une identité, singulière, de cet espace-là, selon vous, colonel Saad? Vous savez, dans cet espace, nous sommes dans la diversité, d'une grande diversité. Mais la diversité ne signifie pas qu'on peut avoir des convergences sur l'essentiel.
à la recherche de l'intégration globale. C'est ça le but. Comme on parle d'Afrique de l'Ouest, par absolument. exemple. L'Afrique de l'Ouest, bon, l'Afrique elle-même, elle est diversifiée, mais on cherche des convergences Mais ce travail d'identité est très important. Parce que ça consiste en quoi? Qui nous sommes dans l'échiquier mondial, dans l'échiquier africain? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans l'intégration totale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour des stratégies inclusives, comme ça a été dit dans les discours? Et c'est ça, ce travail-là nécessite évidemment la participation collective de tout le monde pour essayer de faire de la diversité une richesse. Et ça permettra évidemment à cet espace-là de ne surtout pas être en redondance avec les espaces existants et les organisations existantes. J'allais justement vous interpeller quand j'ai dit l'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement en fait d'organisations régionales que finalement c'est un peu le cafouillage. J'allais en venir et je pense que le discours du ministre est clair. On n'est pas... Parler du ministre Bourita, du chef de la diplomatie marocaine. Du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Il a posé cette question-là, qu'on ne vient pas en concurrence et qu'on ne vient pas sur des structures déjà existantes et qui fonctionnent. Et ça, c'est très important. Parce qu'un millefeuille structurel qui n'est pas coordonné, en général, ça pose des problèmes pour la construction de l'identité et ça pose encore davantage de problèmes pour le fonctionnement. Et donc, je pense qu'il faut passer de l'informel à l'institutionnalisation de cet espace-là en étant en conformité avec les communautés économiques régionales et avec l'Union africaine dans ces options. Et ça, c'est un travail qui nécessite beaucoup de réflexion. Mais, messieurs, quand on dit Afrique de l'Ouest, de manière très naïve, c'est la côte atlantique, finalement. Donc du Maroc au Cap de Bonne-Espérance. C'est ça l'Afrique de l'Ouest, enfin une partie de l'Afrique du Sud aussi. Disons que pour la clarté de l'exposé, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les régions géographiques en Afrique. C'est ça. En nombre de 5. L'Afrique australe, l'Est, centrale, de l'Ouest, l'Afrique du Nord, qui s'étend jusqu'en Égypte. Sur le plan géopolitique, néanmoins, on peut fabriquer des constructions, si vous voulez, qui viennent se superposer et donner plus de tonus à des dynamiques à l'œuvre. Vous avez tout à l'heure, c'est Charqaoui, parlé de la restructuration des axes géostratégiques. Il y a une espèce d'échelle mobile. Ce qu'on peut dire, c'est que cette initiative, quand bien même elle vient s'ajouter à d'autres, je crois qu'elle a une sorte de ratio legis, c'est-à-dire une raison d'être qui est particulière. Et peut-être nous allons un peu revenir sur quelques détails, mais quand on parle de l'économie bleue, de la coopération halieutique, ça renvoie à des questions qui ont été un peu accélérées à cause du conflit armé en Ukraine. La question de la sécurité alimentaire, moi je crois que c'est extrêmement important. Beaucoup de pays de l'Afrique, on va dire l'Afrique atlantique, le Sénégal, le Maroc bien entendu, il y a également la Mauritanie, d'autres, le Ghana, etc., considèrent que la ressource halieutique est porteuse et garante de sécurité alimentaire. Ne serait-ce que cet aspect-là qui est extrêmement important, sans parler de l'énergie, développement durable, etc., etc. Maintenant, ce qui est certain, c'est que quand on met en place une coalition, en fait une intégration régionale, parce que c'est de la coopération sud-sud, ça nous permet d'augmenter notre bargaining power en négociant avec d'autres pays, des entités comme l'Union européenne qui est très intéressée par les accords de pêche. Nous y sommes, le Maroc a renouvelé l'accord de pêche en 2019. La Mauritanie est hésitante parce qu'elle voudrait... Mais l'Afrique est objet, l'Afrique surtout atlantique, est objet de beaucoup de convoitises. Et imaginez, Madame Khadija, si aujourd'hui on parvient à mettre sur pied des structures de négociation qui sont fortes, eh bien, tout simplement, cela permettrait de donner plus de visibilité à cette Afrique atlantique en construction, parce que précisément, il faut rappeler quand même que le Policy Center for the New South 2015 avait... contribué à rendre une étude pour justement parler de cette identité sur le plan stratégique. Ça a été rappelé par M. Bourita, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, dans le cadre du communiqué face à sa déclaration. Mais moi, je crois que c'est un processus dynamique très intéressant qui va certainement contribuer à la structuration d'un nouvel espace, mais il faudra des moyens à mettre en place. Est-ce que les moyens à mettre en œuvre, d'abord, c'est un dialogue. Est-ce qu'on peut vraiment parler de bonnes bases de dialogue entre ces pays-là, ces 23 pays ? Moi, je pense que c'est primordial un petit peu de mettre en place les infrastructures
Et aussi d'être d'accord sur les perspectives d'évolution de cette, disons, organisation. Parce que, étant donné les différentes complexités qui existent dans l'espace, parce que aujourd'hui, il faut faire la différence entre l'espace géopolitique nord-ouest africain, parce que maintenant, on parle du Maroc jusqu'à la Namibie, d'accord? L'Afrique du Sud aussi, c'est un pays très important au niveau de la perception de la façade ou bien de ce qu'on appelle, les Américains l'appellent le bassin méditerranéen. C'est une doctrine géopolitique qui a été initiée à travers le Simonstown Agreement et aussi à travers l'OTAS, l'Organisation du traité atlantique. Donc aujourd'hui, la mise en place d'un dialogue politique il est très important parce que. Est-ce qu'elle est possible? C'est possible. Compte tenu des frictions de certains pays, peut-être. Moi, je pense, devant les enjeux, comme l'a bien souligné M. Zakaria, devant maintenant la crise russo-ukrainienne, il y a aussi aujourd'hui une crise énergétique qui profile. Donc le monde entier il est en train de chercher des alternatives du gaz et aussi des matériaux premiers de la Russie et de l'Ukraine. Je pense aujourd'hui, étant donné la situation ou bien les potentialités des matières premières que regorge l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique atlantique, la façade atlantique, je pense aujourd'hui il y a un intérêt pour les pays de l'Afrique atlantique, moi je parle Afrique atlantique, de mettre en place une vision globale, de créer ce qu'on appelle un espace atlantico-atlantique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce qu'on appelle le concept géologique de miroir, il y a le même bloc, c'est-à-dire, étant donné la même situation géologique au Brésil et en Amérique vers le Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, étant donné maintenant le développement et les gisements trouvés au Brésil et même au Chili et dans l'Équateur, je pense aujourd'hui il est très important de créer un maillage qui va former du tropique du Cancer jusqu'à Gibraltar et aussi arriver au nord de l'Équateur jusqu'à le continent antarctique et jusqu'à vers le sud-ouest, jusqu'à le Brésil et le Chili. Moi, je pense que ça, c'est un espace qui est très important. Quand vous parlez de l'espace, incluant l'espace Indo-Pacifique, c'est un espace qui est très important. Il englobe à peu près 50% du produit intérieur brut à l'échelle internationale, parce que vous parlez des pays asiatiques qui sont très riches, des pays développés. Mais aujourd'hui, le besoin stratégique de cette façade atlantique se confirme avec les défis asymétriques qui sont en train de s'installer. On va parler peut-être de terrorisme, on va parler de crimes organisés, on va parler aussi des conflits géopolitiques existants parce qu'il y a des vides géopolitiques dans cette façade. Aujourd'hui, il y a même des tentatives au nord du Bénin, il y a des groupes terroristes. Dans le golfe de Guinée, il y a une menace croissante et même l'implantation du groupe de l'État islamique au Grand Sahara et même le groupe de soutien islamo-musulman de Ayad el-Ghali, il est très présent dans le golfe de Guinée. D'ailleurs, il y avait des attentats au Togo, au Bénin, au Côte d'Ivoire, tout ça. Et aussi parce qu'effectivement, il faut une certaine convergence politique. Étant donné, par exemple, quand vous voyez la découverte du Jubilee de Ghana, les gisements de pétrole qui sont énormes, très importants, ça a remonté en surface certaines conflictualités territoriales avec la Côte d'Ivoire et avec même le Bénin. Donc, de fait, il faut vraiment regarder d'une manière plus globale et chercher des perspectives d'évolution des situations, des relations au niveau multilatéral pour essayer de mettre le train sur les bons rails pour que l'Afrique marche, parce que très important cette façade maritime dans le développement et l'intégration continentale. C'est une condition sine qua non. Et surtout sur le volet sécuritaire, on n'y pense pas trop, colonel Saoud. C'est-à-dire que sur le volet sécuritaire, on parle plus de l'intérieur de l'Afrique, on ne parle pas. Mais maintenant, effectivement, il risque aussi de naître une nouvelle menace qui soit maritime, c'est-à-dire que ce qu'on connaissait dans la Corne de l'Afrique en termes de piratage risque de s'installer aussi de l'autre côté, du côté ouest. C'est exactement ce qui s'est passé. Et cette identité dont on parle doit inscrire les risques, les menaces. Et en l'espèce, évidemment, il y a beaucoup de risques de piraterie qui est déjà installé dans le golfe de Guinée avec toutes les conséquences que l'on sait. Le terrorisme qui lorgne sur la côte, et l'exemple béninois, par exemple, est peut-être gagnéen demain,
est présent. Toute la criminalité transnationale organisée, trafic d'armes, trafic de drogue, ce sont des enjeux qui vont certainement, parce que c'est dans le programme, et parler évidemment de ce qu'on appelle sécurité, sûreté, pour préciser à ceux que vous nous écoutez. Quand on parle sécurité, on parle phénomène naturel, tremblements, cyclones, etc. Mais quand on parle sûreté, on parle de l'action directe de l'homme, la piraterie, le terrorisme. Ça, c'est un concept quand même moderne qui est important à savoir. Tout ce qui est sécurité alimentaire, sécurité énergétique, voilà. Exactement. Mais tout ce qui est anthropique, c'est-à-dire le fait direct de l'homme, c'est ça qu'on appelle la sécurité. Oui. Et maintenant, on a employé à juste titre le concept sécurité-sûreté, parce qu'ils vont ensemble dans les risques. Donc, voilà. Et je rappelle que l'Afrique atlantique, elle couvre 3 communautés économiques régionales. Il faut le savoir, parce qu'une partie du Grand Maghreb, une partie de l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique de l'Est, avec toutes les organisations maritimes qu'il y a dans cet espace-là. C'est pour cela que je dis, et je pense que dans le communiqué, il en est fait état pour être dans la complémentarité, parce que c'est assez aléatoire si on n'en tient pas compte. Donc, les enjeux sont énormes. Il faut les mettre. Il faut institutionnaliser les organisations ad hoc pour essayer de rendre cet espace atlantique attractif et qui joue son rôle sur la géopolitique mondiale, sur la sécurité de l'énergie et qui participe évidemment à la sécurité écologique. Parce que c'est un espace aussi qui est censé être un espace écologique. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'on pourrait... est-ce que ça ne risque pas de froisser un acteur majeur en Afrique, en l'occurrence la Chine? On va attendre peut-être d'abord que les choses soient mises en place, les structures, etc. Est-ce que ça arrangerait la Chine qui est vraiment une vraie force atlantique africaine? Non, c'est-à-dire il va calculer sur le plan géopolitique quel coefficient pourrait-elle tirer à la suite d'une intégration de ce genre. Enfin, je dis intégration, c'est pas au sens créer une union en tant que telle. Ça reste quand même une sorte de forum, instance de dialogue, de coopération, de concertation. Mais nous ne sommes pas dans la logique de la CEDEAO, par exemple, avec objectif à terme de créer une monnaie unique, etc. Non, nous sommes dans une coopération, on va dire, ministérielle, tout simplement, tout en accentuant un peu les éléments thématiques qui vont s'incorporer, comme le dialogue politique sécuritaire et sûreté. C'est la première fois qu'on en parle. Et deuxièmement, il y a cette question de l'économie bleue et la connectivité. Là, on pourrait faire des projections par rapport à Dakhla, le futur port. Et puis, il y a les énergies, bien entendu, plus la question du développement durable, donc les énergies propres surtout. Et le Maroc s'est beaucoup lancé sur ces questions-là. Je rappelle quand même, vous le savez très bien, plus que moi, le nouveau modèle de développement avait beaucoup mis l'accent sur les clusters côtiers. Et donc, il y a toute une activité de ce qu'on appelle la littoralisation, c'est-à-dire le développement des activités humaines tout au long des littoraux. C'est une dynamique qui n'est pas seulement propre au Maroc, mais pratiquement dans tous les pays riverains de l'Atlantique. Et si Hassan tout à l'heure avait rappelé un certain nombre de communautés qui vont peut-être non pas interférer, mais se compléter avec cet espace en création. Il y a aussi la SADC, qui est la communauté de développement de l'Afrique australe, dont fait partie alors, il y a l'Afrique du Sud, certes, il y a la Namibie, elle fait partie de cet espace également de dialogue, mais aussi l'Angola ainsi que d'autres. Il y a l'Afrique centrale, il ne faut pas l'oublier, la RDC, la République démocratique du Congo, il y a l'autre Congo, Brazzaville, etc. Vous avez parlé du Golfe de Guinée, tout à l'heure c'est Charqaoui, 8 pays qui vont également voir comment ils peuvent tirer intérêt de cette dynamique. Ne l'oublions pas, ça a été dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les pays en arrière-plan, qui n'ont pas d'accès au littoral. Prenez le Mali. Est-ce qu'il peut tirer profit? Oui, la Convention de Montego Bay 82 avait permis à des États côtiers d'aménager des espaces pour accéder aux littoraux. Et donc, on voit bien le coefficient en termes de multiplication. Et on pourrait réfléchir beaucoup, mais bien entendu, il faut aller mollo-mollo, brique par brique. Mais quand on voit, par exemple, l'output de la dernière réunion extraordinaire de l'UA à Malabo et ça portait justement sur
des questions sécuritaires et de sûreté, comme nous l'a expliqué le colonel Saoud, comment on peut envisager de renforcer ce dialogue pour la paix? On voit que finalement, elle a abouti à pas grand-chose. Il y a un élément essentiel, vous l'avez si bien dit. D'abord, l'organisation continentale nous appartenant tous à cette organisation, donc tous les pays africains, ça c'est important, avec des structures, Conseil de paix et de sécurité, etc., et j'en passe. C'était une réunion extraordinaire parce qu'il fallait aussi s'attaquer aux questions de changement anticonstitutionnel. Vous le savez bien, qui ont inquiété plus d'un, le Mali, la Guinée-Conakry, Burkina Faso. La Guinée-Bissau a échappé belle, mais il y a la question également de l'énergie, puis il y a la question des énergies renouvelables et le développement durable, qui aujourd'hui est extrêmement important. Il y a 2 ou 3 jours, M. Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine, a visité la Russie, a rencontré M. Poutine, il était avec M. Fakir, pour justement insister sur la question de la sécurité alimentaire, aggravée précisément par le conflit armé. Donc moi, je crois qu'il y a des problématiques qui sont interdépendantes. Il y a une feuille de route qui a été déclinée, très ambitieuse, et je vois quand même le Maroc, vous avez dit tout à l'heure, Mme Khadija, un pays qui va leader un État phare, qui va prendre le dessus et finalement parler de choses constructives et positives. Moi, je crois que ça permet de repositionner le Maroc au cœur non seulement de l'Afrique du Nord, dont il fait partie. Hélas, le Maghreb est en panne, mais on peut dire qu'aujourd'hui, cette projection elle est dynamique et porteuse de beaucoup d'éléments positifs. Alors, comment justement défendre ses intérêts stratégiques, Sharqa Walodani? Écoutez, le Maroc aujourd'hui, c'est un pays pionnier dans les relations nord-sud, donc pionnier dans les relations sud-sud. Aujourd'hui, on voit que depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, il y a vraiment une dynamique dans les relations bilatérales et même multilatérales. On voit par exemple le Royaume, il a des relations très importantes avec plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Le premier pays investisseur dans l'Afrique de l'Ouest, il est en train de mettre des stratégies de connectivité des ports maritimes. Il y a Tangemed, port Atlantique de Dakhla, qui va être connecté au port de Sénégal. Aujourd'hui même, on est en train de réfléchir sur la mise en place d'autres ports, Mombasa au Kenya, tout ça, et même arriver de mettre une sorte de couplage dans les dynamiques économiques de plusieurs États. Donc le Maroc, il a réussi de casser ce qu'on appelle, géopolitiquement parlant, la ligne de Maïno. Certains pays francophones maintenant, on entretient des relations qui sont très fortes. Je parle du Nigeria, par exemple, avec le méga-projet gazoduc qui va lier le Nigeria passant par 15 pays africains avec le Maroc vers l'Europe. C'est un projet géopolitique, un projet économique, mais aussi un projet de dimension géostratégique. Et aussi, donc, le Maroc arrive de mettre en place des relations très puissantes avec plusieurs organisations en Afrique australe, la Corne d'Afrique. N'oublions pas la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, par exemple, Madagascar, au Sud-Soudan, Tanzanie, tout ça, sont des pays qui sont majeurs, un pays qui pourrait vraiment être des éléments clés dans l'intégration continentale. Avec les États-Unis, le Maroc joue un rôle très important. Récemment, il y avait la conférence de la coalition contre Daesh. Le Maroc abrite le bureau onusien de la lutte contre le terrorisme. C'est un pays qui a maintenant un leadership dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité. Et dans aussi... Là, ce ne sont pas des mots, ce sont des faits. Oui, ce sont des faits. Ça, donc aujourd'hui, effectivement, donc, il y a un pilotage sécuritaire. Donc le Royaume, au niveau de la diplomatie religieuse, c'est très important sur la question de l'immigration clandestine, sur la question de la diplomatie climatique, COP22 à Marrakech. Aujourd'hui même, on parle de cette relation triangulaire entre Washington, Rabat et plusieurs pays africains. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une dynamique dans les relations internationales avec cette mise en place de cette conférence, parce que je peux dire qu'il y a une revitalisation de la conférence des pays africains atlantiques initiée par Sa Majesté en 2009, donc en 2013. Donc aujourd'hui, donc le Maroc voit d'une manière stratégique une doctrine géopolitique nouvelle qui est le Sud-Atlantique, parce que je pensais on arrive de concrétiser 50%
des ambitions qui sont en train de se discuter aujourd'hui. Donc, on aura la possibilité de créer d'autres partenariats donc, avec les pays de l'autre rive, le Brésil, le Chili, l'Équateur, et aussi de mettre en place toute une stratégie de paix et de sécurité de l'océan Atlantique du Sud, du Nord, Indien, Pacifique. Donc, je pense aujourd'hui, vraiment, le Maroc défend ses ambitions. Et aussi parce qu'aujourd'hui, le Maroc, maintenant, si on arrive je pense, récemment, il y avait un communiqué du ministre de l'énergie du Nigeria sur la concrétisation de cette ambition de Sa Majesté Mohamed VI et le président nigérien Mohamed Boukari de mettre en place ce gazoduc. Et je pense aujourd'hui ce méga projet, c'est un modèle de développement des relations sud-sud. Et je pense que c'est un projet qui permettra de placer le Maroc et le Nigeria en tant que des pays leaders dans la mondialisation de l'énergie à l'échelle internationale. Puisqu'on parle d'énergie, c'est une région qui regorge de ressources extraordinaires en termes d'énergie, mais qui reste très peu électrifiée. Colonel Saoud. Oui, vous savez, en termes de production, c'est énorme ce que produit cet espace-là, sauf que la population, par exemple, n'en profite pas. Et ce gazoduc Nigeria-Maroc permettra à des populations de toute l'axe de bénéficier aussi bien de l'énergie, du gaz, mais de l'agriculture, parce que le gaz aussi, ça fait du phosphate, ça fait des engrais. Ça fait des engrais, absolument. Et donc, ça générera certainement des richesses. Donc, le gazoduc est un projet stratégique structurant, mais structurant sur une bonne partie du continent africain. Et c'est ça l'avantage et la prise de conscience, malgré les concurrences d'un gazoduc qui n'a pas marché. Je pense que ce projet-là marche très bien et j'espère que les études sont faites, j'espère qu'il y aura une concrétisation parce qu'il y a une partie déjà qui existe, le gazoduc ouest-africain. Nigeria, Bénin, jusqu'au Ghana, Togo, il existe déjà. Il y a une bonne partie. Donc, il est fait pour booster justement l'intégration de cet espace, notamment l'espace atlantique. Quand les collègues ont parlé justement de défis, il y a le défi maritime aussi. Vous savez que l'Atlantique, il y a beaucoup de mégalopoles. Lagos, c'est 20 millions d'habitants. Jusqu'à Casa, il y a des mégalopoles qui sont en bord de mer et on parle maintenant de l'érosion maritime comme enjeu et c'est précisé. Et donc la montée des eaux de la mer, il y a des risques et il y a des problèmes, se poseront des problèmes d'aménagement du territoire. Et ça fait partie des enjeux atlantiques. Donc les enjeux sont nombreux. J'ai l'impression qu'il y a une priorisation à faire. Quel est l'enjeu le plus urgent? La piraterie, vous savez, la piraterie, elle est urgente dans cet espace-là. Parce qu'il y a des organisations régionales. Ça a été cité dans la déclaration du chef de la diplomatie. 90% des incidents maritimes, dont la piraterie, ont été enregistrés le long de notre façade atlantique continentale. Parce que, madame, ça a été, c'est passé de la Corne de l'Afrique au golfe de Guinée. Absolument. Ce qui est un vide en termes de présence. Déjà un vide politique aussi pour certains. Oui, il y a. Vous évoquiez tout à l'heure. Et surtout, moi j'ai constaté quand vous visitez ces pays-là, vous constatez qu'on croit que la piraterie, on la combat en mer. Or, c'est en terre qu'on la combat. Et ça, c'est le tendon d'Achille de la stratégie. Parce que les criminels, les pirates, partent de la terre ferme et reviennent à la terre ferme. Donc, c'est là où réside le problème. Malheureusement, une fois qu'ils sont en mer, c'est trop tard. Il y a un problème de stratégie globale et de coordination qui font défaut à des organisations comme les centres régionaux de la sécurité maritime qui existent. À l'ouest, oui, ce qu'on appelle les centres régionaux de la sécurité maritime en Afrique occidentale, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. Et c'est des structures qui existent. La seule qui n'existe pas, c'est la nôtre, du Grand Maghreb ou de l'Afrique du Nord. Mais elles coordonnent bon an, mal an. Il y a d'autres choses à faire, mais je pense qu'ils peuvent profiter
de l'expérience du Maroc et des pays de l'Atlantique sur ce plan-là, lutte contre l'immigration clandestine, la piraterie. Le Maroc a cumulé assez d'expertise et d'expérience pour pouvoir aider à ce que cette problématique-là puisse être, je dirais pas résolue, mais on pourra en réduire les effets. Mm-hmm. Il y a aussi l'enjeu de l'économie bleue. Vous avez parlé tout à l'heure du 8 juin qui coïncide avec la journée des océans. L'économie bleue est au centre des discussions de cette réunion ministérielle sur les États d'Afrique atlantique, ou les États africains atlantiques. Est-ce que ce n'est pas un objet de concurrence aussi, l'économie bleue? Parce qu'elle représente, l'halieutique représente une grosse part des PIB de ces pays-là. C'est-à-dire un objet de concurrence entre les États riverains de l'Atlantique. Tout à fait. On pourrait aussi l'entrevoir comme étant un objet de complémentarité, puisque, alors pour le Maroc, bien entendu, d'abord c'est important de le rappeler, le fait qu'il abrite le siège d'une organisation intergouvernementale qui s'appelle la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'Atlantique. Ça c'est important, qui compte à peu près 22 pays de l'Afrique en général. Ça d'une part, et quand on consulte un peu les réalisations, il y a pas mal de choses. Le concept de pêche responsable, la question de la formation, comme nous avons l'Institut des études maritimes à Casablanca, qui reçoit aussi des élèves de l'Afrique subsaharienne, ainsi que d'autres réalisations. Il y a même un traité, justement, qui a inclus même cette idée de développement durable, de pêche responsable, qui est en harmonie avec l'approche marocaine avec l'Union européenne, et notamment à partir de 2006 avec l'accord de partenariat sur une pêche dite durable. Aujourd'hui, l'économie bleue a été relayée par les rédacteurs du rapport sur le nouveau modèle de développement. Il s'agit de créer surtout donc, les clusters côtiers, une sorte de regroupement avec une logistique bien pensée et savamment, on va dire, en harmonie avec la dimension continentale. Il faut voir aussi d'autres pays, comme la mise en valeur du fleuve du Sénégal, des actions qui sont menées dans ce pays, en collaboration peut-être avec la Gambie, ainsi que d'autres, le Golfe de Guinée, qui compte aussi une commission du Golfe de Guinée, etc. Moi, je crois que plutôt le Maroc pourrait contribuer d'abord à diffuser le concept et lui donner une assise opérationnelle. Par exemple, ça pourrait rejoindre cette initiative dite des 3A, adaptation de l'agriculture africaine, parce que l'OCP est très présent en la matière. Je crois même Rabat abrite le siège d'une structure dédiée précisément à cette problématique. Moi, je crois qu'il est aussi garante de la sécurité alimentaire. J'insiste sur cet élément. Pourquoi? Sa Majesté, souvenons-nous, lors du discours du trône du 30 juillet 2021, avait parlé de l'autonomie stratégique du Maroc, la résilience sur le plan sanitaire, les médicaments, énergétiques et en termes alimentaires. C'était devant le Parlement. Voilà, et c'est ainsi que j'entrevois une sorte d'interaction dynamique et intelligente entre plusieurs espaces. Donc le cadre national, avec le cadre régional, avec le cadre continental, avec le cadre mondial, et ça donne une certaine visibilité aux politiques publiques marocaines. Et moi, je crois que nous avons accumulé pas mal d'expérience et d'expertise en la matière pour nous permettre de nous projeter, mais de façon clairvoyante dans l'espace subsaharien, notamment atlantique, pour réaliser des gains stratégiques à partager avec tout le monde. À partager avec tout le monde, et sur ce point très important aussi, on n'en a pas parlé, sur le droit maritime et les avancées qui ont été faites par le Maroc ces dernières années, très considérables. Comment peut-on décrire aujourd'hui cette question-là sur le reste de la façade atlantique africaine? Il y a deux aspects. C'est vrai qu'on pourrait peut-être regretter le fait que le Maroc ne dispose plus d'une sorte de compagnie de navigation maritime. On fait appel plus à des compagnies étrangères. Ça, c'est un autre sujet, mais il est en rapport avec ce dont nous sommes absolument. en train de débattre. L'armada maritime, l'arsenal maritime. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens de notre projection, ça va de soi. Mais sur le plan maritime, au sens opérationnel du terme, il y a la logistique, il y a les ports. Vous savez, Méditerranée, l'Euromed, précisément, vient d'être classé 4e au niveau mondial. C'est énorme, 1er au niveau continental. Et l'un des leaders sur le plan même de l'Euro-Méditerranée,
Mais par ailleurs, sur le plan du droit de la mer, cette fois-ci, nous avons ratifié la Convention de Montego Bay en 2007. Et quand Mme Ehsan, vous avez parlé de ça, j'ai pensé immédiatement à l'Espagne, parce que l'Espagne a des îles Canaries, Lanzarote, etc. Ce qui fait que, comme arrière-pays, elle pourrait aussi se joindre à cette initiative. Cette fois-ci, non pas au sens seulement géographique, mais au sens géopolitique. Les îles Madère aussi, sur le plan portugais, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a des combinaisons intelligentes. Et nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à délimiter, mais en collaboration, en concertation avec l'Espagne, notre espace maritime. On voit bien, précisément, comme vous l'avez si bien dit, qu'il y a des possibilités d'intégration avec d'autres pays qui seraient intéressés par cette initiative. Très bien. Un mot, Cheikh Khabalodani, là-dessus, sur l'économie bleue, avant qu'on termine sur le volet énergie, ou plutôt environnement, et les menaces de réchauffement climatique. Écoutez, moi je pense aujourd'hui le Maroc c'est un pionnier dans cette économie, étant donné qu'il a lancé depuis très longtemps plusieurs projets, plusieurs initiatives. Moi je peux dire qu'aujourd'hui le Maroc, comme l'a souligné par notre ami, donc il a plusieurs expertises au niveau par exemple de l'agriculture. Par exemple quand on parle de PAM, plan Maroc vert. Moi, quand je vois par exemple le plan Sénégal émergent, je vois vraiment un projet calqué inspiré sur la perception marocaine de développer donc l'agriculture. Quand je vois l'implantation de l'OCP dans plusieurs États, même au Nigeria, avec le grand projet de l'ammonium, et aussi même dans le secteur agriculture. Donc je vois effectivement que le Royaume vraiment peut être inspiré plusieurs pays, même de l'Afrique atlantique, et même de créer même certains partenariats ambitieux dans ce cadre-là. L'économie bleue, je pense aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il est mal exploité sur le niveau les ressources halieutiques. Moi, je pense parmi les études qui ont été faites aux États-Unis, à peu près 35% des ressources halieutiques à l'échelle de la façade atlantique africaine qui est exploitée. Le reste, il est mal exploité. Donc, on doit développer, parce que quand on voit le Sénégal, le Bénin, donc jusqu'à la Namibie, donc il y a une pêche qui est vraiment illicite et non réglementée, donc ce qu'on appelle INNN. Donc, il faut vraiment développer des approches pour essayer un petit peu de rectifier le tir et de permettre que, par exemple, la mer soit une source de richesse et même de répartition de la richesse au niveau du continent africain. Moi, je pense aujourd'hui même devant les défis, par exemple, les défis nationaux, les défis régionaux, les défis même supranationaux, il faut vraiment essayer d'accroître les potentialités, de développer une certaine connectivité au niveau de potentialité de chaque État. Et ça demande effectivement un dialogue politique est très important au niveau des États riverains à l'Atlantique. C'est ce que appelle la déclaration ministérielle finale, justement, par rapport à cette première réunion ministérielle des États africains, Atlantique, Araba. Réchauffement climatique, l'Afrique est plus que jamais exposée aux effets de cela. Je voudrais finir peut-être avec ça et finir aussi avec un des objets de cette déclaration finale, 3 groupes thématiques, la création donc de 3 groupes thématiques chargés du dialogue politique et de sécurité de l'économie bleue, de la connectivité maritime et de l'énergie, tout ce que nous avons développé, et du développement durable et de l'environnement. Alors pour ce faire, 3 chefs de file ont été désignés pour diriger les 3 groupes thématiques, respectivement le Nigeria, le Gabon et le Cap-Vert. Un mot là-dessus, messieurs, pour finir ce tour de table. C'est vrai que le risque environnemental est prégnant en Afrique. Vous en avez parlé, désertification, raréfaction des eaux, mais pollution maritime aussi. Vous savez, c'est quand même un océan où il y a un transport maritime très développé, où les matières transportées sont aussi polluantes et où il faut que cette organisation recherche un océan atlantique résilient, moins pollué, parce que même la piraterie ajoute à la pollution. Parce que quand vous faites du siphonnage de pétrole dans les bateaux, ça participe de ça. Et donc, il y a ce côté développement durable, mais il y a aussi, à mon humble avis, un problème d'aménagement du territoire.
Parce que c'est de ça que si on veut un développement durable, et si on veut ce qu'on appelle un territoire ou un espace préventif, il faut que sur le plan des États individuels, sur les plans de ces régions et des régions, il faut qu'il y ait des politiques intégrées, de politiques écologiques, mais qui soient réellement participative à cette économie bleue, une économie bleue décarbonée, si vous voulez, mais qui s'installe dans un développement durable réel. Et c'est un enjeu dans l'océan Atlantique du Sud important dont il faut tenir compte. Très bien. Zakaria Boudahab. Trois thèmes qui sont complémentaires. À mon sens, ils sont bien pensés. C'est vrai que le dialogue politique sécuritaire en termes de sûreté permet de maintenir toujours le cap et éventuellement faire face à d'éventuels imprévus ou impondérables. Ça, c'est important. Et ça fait un peu dans la suite et dans la continuité du sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Deuxièmement, la question de l'économie bleue et de la connectivité extrêmement importante, incluant aussi le raccordement électrique, etc. Et ça permet de donner une visibilité à la physionomie de la région qui change à partir de projets titanesques comme celui de Dakhla, le port de Dakhla et au-delà. Et puis, troisièmement, l'élément énergie, le fait peut-être de le confier au Nigeria donnera une visibilité à ce projet. Encore une fois, c'est un chantier de reine, comme on dit, s'il se réalise. Et la question du développement durable, aujourd'hui, nous sommes dedans. Il faut absolument que le développement ne porte pas atteinte à l'environnement, surtout que le Maroc a abrité, vous l'avez dit tout à l'heure, la COP, la conférence des parties contractantes à la conférence sur les changements climatiques. C'était à Marrakech en 2016, exactement, la COP 22. Sa Majesté est leader jusqu'à présent. Et Sa Majesté le Roi est leader. Moi, je crois que c'est un chantier d'avenir, c'est un processus à consolider, et voilà, il faut s'y préparer. Je voudrais juste peut-être finir avec cette déclaration, enfin un extrait de la déclaration du ministre Nasser Bourita. L'Atlantique Nord est organisé et connaît même un regain d'intérêt que l'Amérique latine Atlantique se structure sous l'impulsion de leaders régionaux. Qu'en est-il de notre espace ? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné ici, un jour, aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines géopolitiques que voit la façade atlantique. Que convoitise la façade atlantique. Il y a la doctrine géopolitique Indo-Pacifique pilotée par les États-Unis, la doctrine géopolitique l'Eurasie pilotée par la Russie, parce qu'il ne faut pas oublier, la Russie c'est un pays qui est très présent stratégiquement, même économiquement, dans la façade atlantique. Il y a aussi la doctrine géopolitique du Grand Proche-Orient. Donc, de fait, aujourd'hui, l'Amérique latine constitue donc vraiment un élément majeur dans la conception globale de l'Atlantique du Sud. Et de là, donc, on parle de la doctrine géopolitique de l'Atlantique du Sud, de Gibraltar, de l'Amérique latine, de l'Atlantique Nord, de l'Indo-Pacifique et l'océan Indien, incluant aussi l'Amérique latine, qui est une région qui est très, très importante dans la conception de plusieurs paramètres qui pourraient créer une inclusion, une vision inclusive de ce mariage de l'Afrique, de ce qu'on appelle Atlantico-Afrique, ou bien ce mariage entre l'Amérique et l'Amérique, quand je parle du continent, et le continent africain. Je pense aujourd'hui, par exemple, les gisements stratégiques, les matériaux critiques et stratégiques qui regorgent les terres africaines sont très importants pour le futur de l'industrie à haute technologie. Et de fait, aujourd'hui, avec une vision globale de partenariat stratégique entre les organisations, ça permettra de renforcer donc ce potentiel de la façade atlantique de l'Afrique et qui pourrait tirer, comme je viens de vous dire, les arrière-pays, donc il ne faut pas oublier qu'ils sont très importants dans l'intégration continentale et même dans la perception stratégique de l'Afrique dans la mondialisation qui arrive. Qui arrive et qui est en train de se métamorphoser surtout, parce que nous sommes en train de vivre un nouveau visage de la mondialisation et non pas une fin de la mondialisation comme l'ont espéré certains pendant la Covid-19. Merci beaucoup, colonel Hassan Saoud. Merci, professeur Sharqawi Loudani, professeur Zakaria Boudahab. Merci d'avoir enrichi ces discussions. J'ai beaucoup appris grâce à vous aujourd'hui. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.